Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être venu. Je pense qu'on va commencer maintenant avec seulement 5 minutes de retard. Et c'est pas mal. Donc on va commencer cette conférence qui porte sur où ira l'eau de la ville demain. Je vais laisser Vincent introduire et puis on est parti. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu. Donc ce soir, on va vous présenter, comme l'a dit Naïm, le conférence débat sur le thème « Où ira l'eau de la ville de demain ?» avec comme axe de réflexion et problématique principale, donc eau et adaptation au changement climatique dans la ville, vers des villes éponges. Donc aujourd'hui, on se rend compte que les pluies torrentielles, les crues soudaines ou encore les îlots de chaleur en été, donc tout ça, ce sont des éléments qui nous alertent, nous, résidents des villes. Si bien qu'on peut considérer qu'il est temps de réinventer notre rapport entre l'eau et la ville. Désimperméabiliser les sols, gérer les eaux pluviales à la source et développer des villes éponges sont désormais des impératifs pour s'adapter au dérèglement climatique. Mais sur le terrain, quelle voie emprunter face aux contraintes techniques, économiques, mais aussi réglementaires ? Faut-il laisser la nature reprendre ses droits grâce aux solutions fondées sur la nature, idée qu'on va développer autour de cette conférence, ou encore s'appuyer sur des solutions plus classiques et d'ingénierie technique ? Donc, pour répondre à toutes ces questions, on s'est entouré ce soir de 4 experts. Donc, Monsieur Frédéric Cherki, bonsoir. Vous êtes maître de conférence au laboratoire DEEP à l'INSA de Lyon. Monsieur Martin Jouve, vous êtes responsable et chargé d'études eau à France Nature Environnement Rhône. Madame Élodie Brelot, bonsoir, vous êtes directrice du GRE. Et enfin, monsieur Alain Brissard, adjoint à la mairie de Villeurbanne. Donc pour commencer cette intervention, je vais vous demander, donc bien moins brièvement que je ne l'ai fait, de vous présenter et de vous introduire en vous posant cette question. Quel est aujourd'hui, selon vous, et à la lumière bien sûr de votre travail et de vos missions, le plus gros problème qui existe entre la ville et l'eau ? Madame Brelot, si vous voulez bien commencer. Bonjour, merci pour l'invitation et merci de votre intérêt pour ce sujet de la gestion de l'eau dans la ville. Donc je suis on va dire experte en hydrologie urbaine. Je suis ingénieure INSA avec un doctorat dans le domaine de la gestion de l'eau et de la gestion des eaux pluviales en particulier. Et je dirige depuis un certain nombre d'années une association qui s'appelle le GRE, qui est le groupe de recherche, animation technique et information sur l'eau, qui est une association scientifique et technique qui a été créée il y a 40 ans sur le territoire lyonnais pour faire le lien entre les scientifiques et les praticiens dans les différents domaines de la gestion urbaine de l'eau. Et donc je travaille notamment sur tout ce qui est gestion des eaux pluviales urbaines, mais aussi l'assainissement, la problématique des pollutions et de l'impact sur la santé et la gestion des milieux aquatiques. Nos modalités d'action, on anime et on coordonne des programmes de recherche pluridisciplinaires qui sont ancrés sur les territoires, notamment sur la métropole de Lyon, mais aussi sur tout le bassin du Rhône, pour produire des connaissances, élaborer ensemble les thématiques de recherche pour répondre aux besoins des opérationnels et faire en sorte que les résultats de recherche aient des retombées qui interviennent directement dans l'évolution des pratiques. On a un deuxième type d'activité qui est l'animation de réseaux techniques où on rassemble des agents des collectivités locales, des bureaux d'études, des partenaires institutionnels pour échanger sur leurs pratiques et proposer des recommandations, faire évoluer ces pratiques et diffuser cette connaissance. Là, j'allais dire que c'est un peu la matière première du GRE, produire de la connaissance scientifique et de la connaissance technique. Puis ensuite, on diffuse cette information au travers de publications, de conférences, de rencontres. Et aujourd'hui, en matière de gestion de l'eau dans l'aménagement, au-delà de diffuser les connaissances, la question, c'est d'accompagner les professionnels et les décideurs dans l'évolution des pratiques. Et donc, on a des actions de sensibilisation et d'animation pour faire en sorte que les gens s'approprient ces principes et évoluent dans leurs compétences. Peut-être qu'une des difficultés et un des enjeux de la gestion de l'eau dans la ville, c'est la nécessité d'avoir des approches transversales entre les différentes politiques publiques, que ce soit l'aménagement, l'urbanisme, les mobilités, l'environnement, le végétal en ville et la gestion de l'eau.
et que toutes ces politiques sont intimement liées et on ne peut pas faire de la bonne gestion de l'eau sans considérer l'ensemble de ces politiques publiques. Et au-delà des politiques publiques, c'est qu'il faut impliquer les acteurs privés, donc les professionnels qui travaillent dans nos domaines, mais aussi toute structure qui a un rôle dans l'aménagement de la ville, jusqu'au citoyen dans sa façon de percevoir le service qui lui est rendu en matière de gestion de l'eau ou les contraintes qu'il doit accepter dans la façon dont fonctionnent nos systèmes. Merci pour cette présentation. Monsieur Brissard, si vous voulez bien continuer. Alors du coup, moi, je suis obligé de vous corriger dès maintenant, parce que il n'y a pas 4 experts autour de la table. Il y a 3 experts et un élu. C'est ce qui a pas grand-chose à voir, puisque moi, à titre professionnel, je suis chef de projet informatique, et donc depuis 2020, je m'occupe pour la ville de Villeurbanne donc de la végétalisation de la ville et d'assurer donc un plan de mandat autour de cette question-là. Et c'est vrai que, alors, un, je ne suis pas expert, et deux, la ville de Villeurbanne, en tant que commune, n'a pas de compétences particulières sur la gestion de l'eau, puisque c'est une compétence métropolitaine. Donc nous, on est avant tout un usager, un prescripteur, voilà, on participe à, mais on n'a pas d'engagement particulier autour de cette problématique. Et c'est vrai que quand je regarde par rapport à la question que vous posiez, quelle est pour vous la problématique la plus critique entre l'eau et la ville? Pour la commune de Villeurbanne, les politiques qu'on met en œuvre autour de la question de l'eau, elles portent principalement autour de l'accès à l'eau. Avant de s'occuper de savoir où va l'eau, c'est déjà s'assurer que tous les usagers y ont accès. Quand je dis tous les usagers, c'est surtout, on s'est beaucoup intéressé aux personnes les plus vulnérables, c'est les personnes sans domicile fixe, et comment leur donner cet accès à l'eau. Et la deuxième problématique, c'est qu'on a à traiter, c'est celle de l'accès contraint de plus en plus contraint par notamment tout ce que sont les arrêtés sécheresse, qui viennent en effet contraindre nos activités. On ne peut plus arroser nos stades, on ne peut plus arroser un certain nombre, alors plutôt les activités, nous, laver les voitures, ça nous gêne pas trop, mais donc on a cette contrainte-là, et c'est l'entrée principale qu'on a autour de la problématique de l'eau en tant que ville. Après, on est conscient des autres problématiques, et on est volontaire pour participer et sur la partie végétalisation et gestion de la ville perméable, mais ça ne va pas être notre entrée première. Donc voilà pour le premier mot. Allez, bonjour à tous. Vous m'entendez bien. Donc Martin Jouve, donc moi je suis chargé de mission à France Nature Environnement Rhône, donc il y a une association de protection de la nature présente sur le territoire depuis assez longtemps, depuis les années 60, donc anciennement la FRAPNA, et donc qui est une association qui intervient sur plusieurs volets. Généralement, quand on entend parler des FNE, c'est plutôt sur le volet juridique. Néanmoins, on a d'autres volets sur lesquels on intervient, à savoir les questions d'éducation à l'environnement. Donc on fait beaucoup d'interventions, que ce soit à destination du public scolaire ou grand public. Et on a aussi tout un pôle d'accompagnement des collectivités sur leur politique biodiversité. Donc on réalise des inventaires et on essaye d'accompagner les gestionnaires d'espaces naturels ou moins naturels dans une meilleure prise en compte de la biodive. Donc ce qui fait qu'on a une entrée très biodiversité. Et la question de la ville perméable, nous on l'a vu d'abord comme un point d'entrée pour la question de la nature en ville et comme un point d'entrée pour la prise en compte de la biodiversité dans les politiques d'aménagement du territoire, notamment en ville. Donc voilà pour FNE. Et ensuite, par rapport à ce qui était votre question là, sur le mot-clé, donc le mot-clé, moi je dirais réappropriation,
puisque quand on est au contact du grand public, on se rend très vite compte que la question de l'eau, elle est complètement éludée en fait de la vie de chacun, et qu'on y fait en fait assez peu, on se la pose assez peu et on est très peu en contact avec l'eau. Il n'y a qu'à demander à quelqu'un généralement est-ce que il sait d'où provient l'eau qu'il consomme chaque jour et où va l'eau de sa douche. Il y a une chance sur deux que la personne ne le sache pas. Et ensuite, qu'on s'intéresse à la question de la désimpérialisation, moi, ce que je constate sur la métropole de Lyon, puisque c'est une des collectivités qui a été un petit peu précurseur sur la question de la désimpérialisation, c'est qu'on a des ouvrages végétalisés, et en fait, les gens ne savent généralement pas que en fait, ces ouvrages, une de leurs vocations premières, c'est d'infiltrer, en fait. Et la question se pose même pas. On a l'impression qu'on plante des arbres, mais sans véritable objet derrière. Donc voilà pour ma petite interprétation. Je passe la parole à mon voisin. Bonsoir, donc Frédéric Cherki, je suis enseignant-chercheur à l'INSA de Lyon. J'ai une formation en génie civil et je suis également président du GREI. Voilà, donc on est en représentation forte sur le GREI qui est bien impliqué. Je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle le laboratoire DEEP. Le laboratoire DEEP, il travaille à la fois sur la gestion de l'eau et la gestion des polluants en ville, en fait. Donc on travaille, nous, pour ce qui concerne l'eau, plutôt sur l'aspect eau usée, eau pluviale. On travaille beaucoup moins sur la partie eau potable, sur les réseaux d'eau potable, même si quelque part tout est lié. Et travailler sur le pluvial, c'est aussi travailler sur l'eau potable. On est un laboratoire qui, depuis le début, a toujours été pluridisciplinaire. Ce n'est pas le cas forcément de beaucoup de laboratoires de recherche. On a donc des colorations génie civil, la partie hydrologie urbaine, on a aussi des physico-chimistes de l'environnement, en fait, donc on a une approche assez groupée, parce que gérer l'eau en ville, c'est une approche complexe. Il y a plein d'autres thématiques, comme il y a la biodiversité, il y a le social, etc. Déjà, nous, sur les thématiques plus en sciences dures, on a déjà besoin d'aller sur pas mal de thématiques. Et après, moi, plus particulièrement, je ne peux pas vous détailler ce qu'on fait tous dans le laboratoire, ça serait un peu long. Je travaille sur l'approche globale de la gestion de l'eau, sur les performances attendues par ces systèmes. Je travaille pas mal aussi sur la partie métrologie, suivi, pour pouvoir suivre des hauteurs d'eau, des polluants, etc. Et je travaille aussi depuis pas mal d'années sur tout ce qui est gestion à long terme, en fait. Comment on doit s'arranger pour que notre infrastructure ou nos solutions de gestion de l'eau, elles puissent fonctionner encore dans 20, 30, 40 ans. Et pour répondre à la question, et on est parti sur l'idée du mot-clé, moi je pense qu'un mot-clé important en tant que scientifique, c'est la connaissance. Si on veut pouvoir comprendre ce qui se passe, aider à prédire, aider à accompagner les décisions, en fait, il faut avoir plus de connaissances. On parle de changement climatique. On a plein d'inconnus sur le changement climatique, sur le climat futur. On a plein d'inconnus sur les systèmes qu'on développe, en fait. Donc, il y a un réel enjeu sur la partie connaissance. Très bien, merci pour cette introduction. On a déjà touché un certain nombre de sujets avec, donc on va commencer avec une première partie pour comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça, de villes perméables, de circulation de l'eau. On va s'intéresser à ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui ou ce qui fonctionne mal en termes d'infrastructure et ou de gouvernance. Une première question, peut-être plutôt adressée à vous, Monsieur Cherki, ce serait: qu'est-ce qui aujourd'hui ne fonctionne pas dans la circulation de l'eau en ville? Quels sont les principaux défauts de nos infrastructures actuelles? Et voilà, de manière générale. Alors, c'est une question un peu ouverte, c'est pas forcément évident de répondre. Qu'est-ce qui fonctionne pas sur la circulation de l'eau en ville? Comment je vais aborder ça? Les principaux freins, peut-être, au rétablissement du cycle de l'eau? Alors, il y a peut-être ce qui a toujours été problématique et qui commence à évoluer, en fait, c'est, si on parle du pluvial, parce qu'on peut parler de beaucoup de choses, c'est le statut des eaux pluviales, où on a vraiment, pendant très longtemps, considéré que les eaux pluviales, en fait, c'était un danger sur lequel il fallait se prémunir. Et on est en train de réaliser progressivement que c'est une ressource, mais on n'a pas fait la ville dans ce sens-là, en fait. Donc on est en train de faire évoluer la ville et de l'aménager
pour que l'eau danger devienne une ressource dont on a besoin et on se rend compte qu'on a besoin. Donc il y a peut-être déjà ce problème de comment faire évoluer la ville pour aller dans ce sens-là. Mais après, ça évoque plein d'autres problèmes. On pourra reparler sur d'autres aspects. Et au niveau de l'infrastructure, plutôt, la technique avec laquelle elle a été faite, ou le paradigme un peu qui a... Je ne sais pas de quelle coloration vous êtes, est-ce que vous connaissez sur le cycle de l'eau, et je ne sais pas forcément où démarrer après, dans la salle. On a géré pendant très longtemps l'eau avec des réseaux. On parle de l'eau pluviale, l'eau usée, on a fait des réseaux pendant très longtemps, parce que c'était la solution idéale pour se débarrasser rapidement du danger. Et on a évolué beaucoup maintenant sur des systèmes qui visent à infiltrer l'eau, à l'utiliser au maximum. Donc, ville-éponge, alors après il y a le terme ville-éponge, mais il y a plein d'autres termes qui dépendent des pays. Donc c'était quoi la question ? C'était sur les réseaux actuels, comment est-ce qu'ils sont construits et qu'est-ce qui pose problème ? Donc les réseaux actuels, après c'est très différent d'une ville à l'autre, mais les réseaux qu'on a fait pour gérer les eaux pluviales, c'est les tuyaux. On a fait des tuyaux sous terre qui étaient dédiés à collecter, à transporter en fait. Et on aura toujours des tuyaux, je pense, pendant très longtemps, mais les tuyaux, c'est pas la solution partout en fait. Sauf que vous prenez une ville qui est très urbanisée, ici au-dessus, enfin plutôt à droite, à gauche si vous sortez, on n'a pas de place en fait. Donc si on veut gérer l'eau pluviale en surface, si on veut pouvoir l'infiltrer, si on veut pouvoir mettre de la végétation, il faut dégager de l'espace pour ça. Mais on ne peut pas virer les voitures, on ne va pas virer les bâtiments. Donc il y a l'espace, la ville n'a pas été prévue pour ça. En fait. C'est vraiment sur cet aspect. Je peux peut-être rebondir sur cette vision là, de la gestion historique de l'eau. En fait, moi j'utilise souvent une image, je dis qu'on essaye de passer de la ville entonnoir à la ville éponge. Effectivement, on a conçu toutes les infrastructures pour évacuer ces eaux pluviales le plus vite et le plus loin possible, et donc dans des tuyaux qui ont des diamètres limités. Une des problématiques, c'est que l'urbanisation augmentant, on fait toujours passer au même point bas cette eau, donc nos réseaux ils sont saturés. La deuxième chose, c'est qu'on a souvent conçu des réseaux unitaires, c'est-à-dire qu'on envoie des eaux usées et des eaux pluviales dans ces réseaux, on mélange les eaux usées et les eaux pluviales, et donc quand les réseaux sont saturés, ils débordent, entraînant des eaux usées et des eaux pluviales directement dans les milieux naturels, donc qui génèrent des pollutions, puisqu'en fait, le système ne fonctionne plus dans sa configuration. Donc, une des réponses qu'on a eues, c'est de mettre dans nos systèmes toujours centralisés des ouvrages de stockage. Donc, on a développé des bassins d'orage, des bassins de rétention. Et donc, on a construit des vraies cathédrales enterrées. Vous avez certainement vu dans la presse, que ce soit à Paris pour les JO, ou récemment à Marseille, ou je crois que c'est à Nîmes, où ils sont encore en train d'investir des millions d'euros pour créer des grosses structures de stockage pour tamponner en fait toute cette eau qui arrive, éviter de saturer la station d'épuration et de rejeter des eaux polluées au milieu naturel. Donc en fait, ce système qui allait vers un point bas centralisé, il n'avait pas anticipé l'extension de l'urbanisation. Et il n'avait pas non plus anticipé le changement climatique avec des événements pluvieux extrêmes. D'où finalement un système qui inonde lui-même la ville et qui mélange des eaux peu sales avec des eaux très polluées et qui vont directement dans le milieu naturel. Donc, ça fait partie de la limite du système. Ouais. Alors, je ne sais pas si j'ai besoin d'un micro ou pas. Ah oui, j'en ai un là. Oui, un des autres éléments, en tout cas perçus côté usager, c'est la question de la disponibilité. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir initialement d'avoir une gestion où, en effet, on a un robinet à l'entrée où on est censé recevoir de l'eau quand on en a envie et un tuyau d'évacuation qui nous permet de s'en débarrasser aussi vite que possible, fait que nos épisodes caniculaires, nos épisodes de sécheresse actuels, et tout à l'heure quand j'évoquais la question des arrêtés sécheresse, est une problématique qui n'est pas adressée par l'infrastructure telle qu'elle est actuellement. Tout à l'heure je parlais de l'arrosage des stades, mais j'ai aussi toute la question du rafraîchissement de la ville qui
avec le réchauffement vient se croiser avec cette problématique d'indisponibilité de l'eau. C'est-à-dire que l'eau, c'est un rafraîchissant extrêmement efficace, que ce soit à travers les arbres et l'évapotranspiration ou directement avec de la brumisation. Moi, on l'a vu cet été, on a inauguré le réaménagement d'une des places de Villeurbanne, la place Grand Clément, où on a mis des brumisateurs. L'effet, il est en termes d'usage de l'espace public, il est immédiat. On a tout de suite des gens qui viennent en effet qui se rafraîchir et profiter de la ville. Donc en termes de bien-être des habitants, cette disponibilité de l'eau dans les périodes estivales, elle est importante et actuellement elle n'est pas gérée par nos capacités. Et du coup, alors on le fait à des petites échelles, ça n'a rien à voir avec les cathédrales dont vous parliez, enterrées. Dans nos investissements, on met en place sur l'ensemble de nos nouveaux bâtiments qu'on rénove ou qu'on construit des unités de stockage de l'eau. Alors ça reste qui sont essentiellement à l'usage de nos équipes de jardiniers pour continuer à permettre de l'arrosage estival sur les végétaux qui en ont besoin. Et donc là, on a cet investissement progressif autour de ces questions. Oui, je prendre. Je ne sais pas lequel est le mieux, lequel vous entendez le mieux. Ouais. Un des autres impacts de la gestion de l'eau telle qu'on la connaît actuellement sur les grosses collectivités, auquel on pense peut-être moins forcément en premier, c'est l'impact sur les milieux naturels, notamment avec les réseaux qui en fait charrient ce qu'on appelle des eaux claires parasites. C'est-à-dire qu'on a des réseaux qui du coup sont vieillissants puisque nécessairement ils sont en fonctionnement à plein temps. Et en fait, le problème de ces réseaux en mauvais état, c'est que du coup ils viennent charrier du coup l'eau des nappes qui normalement viendraient alimenter des cours d'eau en période de basse eau. Donc, ce qui veut dire qu'à l'étiage, en fait, l'eau des nappes d'accompagnement des cours d'eau, à la place d'aller dans la rivière, elle va jusqu'à la station d'épuration. En fait, elle se retrouve charriée par le réseau. Et ça, c'est quand même un énorme enjeu sur certains territoires où on a des périodes d'assec de plus en plus longues et de plus en plus impactantes pour les milieux naturels. Et donc, on est en train de développer la politique des PTGE, donc des plans territoriaux de gestion de l'eau, qui sont déployés notamment par des syndicats de rivières. Et on voit maintenant toute une politique où on est obligé de venir s'attaquer à ces réseaux pour essayer de les remettre en état de manière à ce qu'ils ne viennent pas récupérer ces eaux claires parasites. Donc voilà aussi un des gros impacts qu'on a et dont on peut voir les impacts là dans la périphérie de Lyon assez facilement. Peut-être dans les éléments qui ont été abordés, là, il y a un vrai sujet, c'est le fait d'avoir imperméabilisé nos espaces urbains. Donc en fait, on a l'eau de pluie qui est l'eau, c'est la vie, c'est une ressource, etc. Comment on s'en prive en fait avec nos systèmes imperméabilisés et canalisés, on prive en fait la nature urbaine de cette ressource. Et donc, on cherche des solutions pour arroser notre végétal, alors que peut-être que si on rétablissait un fonctionnement plus naturel, on mettrait cette eau de pluie directement à disposition du sol et du végétal, et on entretiendrait, on va entretenir en fait des sols vivants qui vont capter l'eau, qui vont l'utiliser à bon escient au service de la nature. C'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire on imperméabilise, on met un arbre, il faut qu'on vienne l'arroser avec de l'eau potable. Et en fait, l'idée, c'est quand même vraiment de dire, faisons en sorte que l'eau de pluie qui nous tombe sur la tête, il nous tombe en gros 1 mètre d'eau par an, 1 mètre cube par mètre carré. Donc, comment cette eau, on peut faire en sorte qu'elle soit mise à disposition de la ville et notamment du végétal en ville. Il y a peut-être aussi, dans la façon dont on a pensé les systèmes il y a pas mal d'années, on les a pensés déjà avec beaucoup moins de problématiques, beaucoup moins d'enjeux qu'aujourd'hui. L'enjeu environnement, il n'était pas pris en compte. Donc, ce que tu évoquais, à une époque, les rivières, elles étaient canalisées, elles servaient directement de réseau d'eau usée, en fait. Oui, c'est vrai. Donc,
il y a des enjeux qui n'étaient pas pris en compte. Et au tout début de la création des réseaux, on a considéré en fait que l'ingénieur pouvait tout résoudre et qu'il n'y avait pas besoin de la nature. Donc les villes, elles étaient faites imperméables et on faisait des réseaux, on maîtrisait le système et on n'avait besoin de personne d'autre en fait. Et c'est des systèmes qui sont trop coûteux aujourd'hui. On ne pourrait pas refaire les réseaux qu'on a fait aujourd'hui. Et c'est des systèmes qui ne fonctionnent pas non plus parce qu'en fait, on ne se sert pas des éléments qui sont autour de nous, on ne se sert pas de la nature. Et donc, on est en train de les faire évoluer, désimperméabiliser, alimenter la nature, ça veut dire se servir de la nature aussi, et de se rendre compte que la nature, elle a des bénéfices pour la ville. Il y a aussi la question derrière qui est de... on aurait le même débat il y a 50 ans, on ne parlerait pas des mêmes questions en fait. Et la ville, elle évolue aussi parce qu'on a identifié d'autres enjeux sur lesquels on aurait dû travailler depuis bien longtemps en fait. Et par rapport à ça, cette technicité, on va dire, de la gestion de l'eau, donc vous l'avez rappelé, Monsieur Brissard, la ville de Villeurbanne, c'est une usagère de la métropole qui a la main donc, sur ces questions d'eau. Et est-ce que la ville de Villeurbanne, elle en souffre ou pas en cas d'événements extrêmes? Je pense surtout aux canicules, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Est-ce qu'elle en souffre aujourd'hui de cette gestion rigide, technique qu'on a fait? Elle en souffre globalement ou il y a toujours la porte ouverte à une amélioration qui va se faire d'un point de vue technique et d'ingénieur? Oui, comment dire, la situation actuelle, telle qu'elle est, n'est pas durable. Dans le sens où, au regard des contraintes climatiques, notamment, la végétation en ville subit un niveau de contrainte beaucoup plus important que par le passé. Et du coup, nécessite des apports hydriques un peu gérés de manière différente de ce qu'on a pu connaître. Et là où je rejoins Madame Brelot, c'est sur le fait que, oui, on a besoin d'améliorer la captation de l'eau là où elle tombe. Donc là, on le met en œuvre de manière, alors, balbutiante serait un peu exagéré. On n'est pas encore en régime de croisière, mais en tout cas, on le met en œuvre avec des nouveaux outils, comme par exemple ce que la métropole a développé autour des arbres de pluie, c'est-à-dire le fait que les fosses d'arbres captent les eaux pluviales alentour via des accès. Donc ça fait partie des solutions qui sont développées. Par contre, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur la question du coût et la capacité de mise en œuvre. C'est une organisation de la ville qui s'est faite sur une centaine d'années. On la modifie pas de manière immédiate, brutale et magique. Peut-être que c'est quand même intéressant, on parle d'eau potable, d'assainissement, de pluvial. En fait, les collectivités, elles offrent un service de fourniture d'eau potable et elles offrent un service d'assainissement. L'eau pluviale, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que l'eau de pluie qui tombe sur ma parcelle, en fait, j'en suis responsable. J'en suis responsable et normalement, je dois gérer cette eau pour ne pas aggraver le ruissellement à l'aval. Et en fait, en ayant développé nos réseaux d'assainissement et nos réseaux unitaires, nous, citoyens, je dirais, on a considéré que ça faisait partie du service, que la collectivité prenne en charge ces eaux pluviales et les évacue sans provoquer d'inondation et que moi, je ne sois pas embêtée. Moi, je construis ma maison, j'imperméabilise et la collectivité se débrouille avec cette eau. Or, c'est pas en termes de compétences des collectivités, c'est pas défini tout à fait comme ça. Et potentiellement, les collectivités peuvent dire « moi, je ne gère pas vos eaux pluviales, à vous de vous en débrouiller ». Et le contexte changeant, c'est aussi une prise de conscience individuelle que finalement, cette eau de pluie est une ressource. Alors, quand on est en urbain dense, on n'a pas cette vision-là. À partir du moment où on a des parcelles plus conséquentes, on peut avoir cette vision de la valeur de l'eau. Et donc, on doit pouvoir prendre en charge cette eau. On est, j'allais dire, propriétaire, entre guillemets, de cette eau qui tombe chez nous. Et donc, on peut la gérer différemment et les collectivités peuvent pousser finalement les propriétaires fonciers à gérer cette eau différemment. Merci pour toutes ces explications. Je pense qu'on a réussi à quand même faire, sur plusieurs dimensions différentes, un diagnostic
de ce qui fonctionne pas, surtout ce qui fonctionne pas, des difficultés et de finalement à quel point c'est lié à un héritage de la manière dont on construit nos réseaux, dont on pense la ville, dont on pense ou on ne pense pas l'environnement aussi qu'il y a autour des villes ou en aval. C'est d'ailleurs pour ça qu'a émergé depuis quelques années le concept de ville-éponge. C'est la deuxième partie de cette conférence. On va essayer de s'intéresser donc au concept, à ces traductions concrètes. On a déjà mentionné l'arbre de pluie qui est une des solutions qui peut être employée. L'idée, c'est que vous puissiez nous faire part de vos expériences, de vos retours d'expérience, de ce que ça veut dire pour vous et des infrastructures et politiques concernées. Pour commencer, peut-être, si une question un petit peu générale, n'importe qui peut y répondre, si quelqu'un pourrait donner une définition ou sa définition, ainsi que les infrastructures et les politiques qui y sont liées, pour qu'on puisse mettre un cadre pour continuer à débattre après. La définition de la ville-éponge ? Ouais, sur comment vous la définiriez et quelles infrastructures en font partie. Alors moi, je vais vous donner une autre définition d'un autre nom. En Australie, ils appellent ça les villes sensibles à l'eau. Et je trouve que le concept, il y parle beaucoup plus, en fait. C'était l'image d'ailleurs d'avant. En fait, si vous revenez sur l'image d'avant. À gauche, c'est avant l'urbanisation. Donc à gauche, il va pleuvoir, ça va dans la masse d'eau, et il y a un fonctionnement naturel, en fait. Et on vient apporter la ville. Et le concept australien, en fait, c'est qu'on doit concevoir des systèmes qui vont faire que la ville, elle est transparente par rapport au cycle de l'eau. C'est-à-dire que en installant la ville, on doit trouver des solutions pour qu'on ait les mêmes débits d'étiage, c'est-à-dire les débits les plus faibles en été, et les mêmes pics de débit qu'avant l'urbanisation, en fait. Et donc, moi, j'aime bien ce concept de ville sensible à l'eau, parce qu'on comprend l'idée de ne pas de ne pas avoir d'impact au niveau de la ville sur le cycle de l'eau. Et on parle du cycle de l'eau global, en fait. Donc on essaye d'avoir les mêmes niveaux d'infiltration qu'avant d'avoir mis la ville. Donc il faut enlever l'imperméabilisation, etc. En France, on s'intéresse assez peu, finalement, au débit sur les rivières en conséquence de l'imperméabilisation de la ville. Sur d'autres pays, on s'en intéresse beaucoup plus. Donc je ne vais pas définir, moi, la ville éponge, mais moi, je suis plus pour une ville sensible à l'eau, en fait. Dans le sens où l'idée, c'est qu'on doit faire disparaître l'impact de la ville vis-à-vis de la gestion de l'eau. Et quel type d'infrastructures et de politiques permettent de... On va être sur les mêmes types de solutions. C'est plus des solutions que des infrastructures, parce que les infrastructures, c'est le côté génie civil. On est des fois sur des solutions qui sont beaucoup plus légères au niveau génie civil, qui vont être les mêmes, en fait, d'un pays à l'autre. Donc on a cité les arbres de pluie. Les arbres de pluie, c'est un système qui se développe beaucoup à Lyon, parce qu'on a une contrainte, un gros problème à Lyon, c'est ce qu'on disait au début, c'est qu'on n'a pas de place. Donc créer des espaces d'infiltration en ville, il y a très peu de place. Donc on va le prendre là où on peut. Et en général, dans les places de stationnement, il y en a une qui est trop petite parce qu'il y a un arbre au bout. Et donc on va venir prendre cette place de stationnement parce qu'on ne pouvait pas déjà se garer, en fait. Et on va venir infiltrer. Mais ces arbres de pluie, c'est des solutions qui sont bien dans l'urbain très dense. Quand on a de l'urbain moins dense, on peut installer des noues, on peut installer des tranchées, on peut installer des dépressions, on peut installer des bassins d'infiltration. Dès qu'on s'éloigne du centre-ville de Lyon, en fait, à Villeurbanne, sur le terrain des Deux Sœurs, il y a eu plein de solutions qui ont été installées, en fait, et qui vont apporter plus que les arbres de pluie. Les arbres de pluie, ils vont permettre de gérer l'eau au plus proche. Ils vont aussi lutter contre l'effet d'îlot de chaleur urbain parce qu'il y a un arbre, donc on est à l'ombre. Mais ça limite les interactions, on limite l'apport sur la biodiversité, parce que c'est toute petite surface. Vers le terrain des Deux Sœurs, on a des solutions qui sont plus étalées, c'est en mixte avec du parc urbain, en fait. Donc on a des gens qui vont venir qui vont profiter l'été, en intersaison, qui vont aller jouer, qui vont être beaucoup plus en contact avec la nature, et on aura plus de biodiversité aussi en fonction de la gestion. Donc il y a plein de solutions différentes, quel que soit le nom du concept, ville éponge, etc. Un des mots-clés aussi, c'est peut-être rusticité. C'est-à-dire que c'est vraiment le but, c'est d'avoir des ouvrages les plus simples possibles et que ce soit la nature qui travaille, en fait, finalement, derrière.
Et c'est vrai que des fois, ça peut générer un peu de frustration, puisqu'on s'attend à des approches assez avancées avec des techniques complexes qui vont nécessiter un dimensionnement important et complexe. Alors qu'en fait, là, le but, c'est vraiment d'avoir des choses, plus c'est simple, plus c'est opérationnel. Pendant longtemps, on a vu apparaître un petit peu les questions, par exemple, de toiture végétalisée, et on se rend compte que finalement, c'est ce qui demande le plus d'investissement et qui sont peut-être les moins... ensuite, en fonctionnement, celles qui sont les moins bénéficiaires, on va dire. Et là, plus c'est simple, mieux ça fonctionnera. En fait. Mais du coup, Monsieur Cherki, vous l'avez rappelé, il y a on va dire un modèle français, entre guillemets, un modèle australien. Et vous, Monsieur Jouve, avec la FNE, sur le terrain, concrètement, vous proposez quelles solutions? Vous travaillez sur quoi? Est-ce que vous avez un petit retour d'expérience que vous pouvez nous faire et que pourra compléter Madame Brelot à travers les travaux du Gré aussi? Alors nous, on n'est pas intervenu dans de la conception d'ouvrages à proprement parler. Nous, ce qu'on fait vraiment là-dessus, c'est de l'accompagnement des collectivités, notamment sur la gestion. Parce que, comme je disais, c'est des ouvrages qui sont assez simples, où la nature ensuite va travailler. Mais le problème, c'est que la nature, au bout d'un moment, elle va prendre beaucoup de place, et c'est pas nécessairement toujours conciliable avec les enjeux propres à une collectivité qui a des administrés. Donc nous, ensuite, on va par exemple aller sur un bassin, admettons, et sur ce bassin, on va venir cartographier les différents types d'habitats naturels, artificiels qui se seront créés suite à l'aménagement, à l'implantation de l'aménagement, de manière assez fine, pour qu'ensuite le gestionnaire puisse adapter la gestion qu'il fait du site, de manière à ce qu'il y ait certaines parties qui soient, on va dire, plus adaptées aux enjeux liés aux personnes, aux personnes qui sont sur le terrain. Par exemple, ça peut être une partie où on va tondre de manière un peu plus importante, puisque c'est un cheminement piéton, et d'autres espaces avec une plus haute valeur, on va dire, environnementale, puisqu'on peut avoir, par exemple, des espèces d'amphibiens, ou alors une espèce de plante qui sera implantée sur le terrain, qui est assez rare. Et là où on va venir adapter la gestion, mais plutôt pour favoriser ces espèces-là et la biodiversité qui sera implantée sur le site. Donc on est vraiment, c'est vraiment ça qu'on essaye de faire dans l'accompagnement qu'on fait. Je vais prolonger un peu cette vision des solutions. Effectivement, Frédéric disait, c'est pas des infrastructures, c'est des solutions. Moi, je parle souvent d'aménagement aussi. Et c'est un peu là où on se distingue de l'ingénierie génie civil, où vous aimeriez avoir la liste des bons ouvrages qui fonctionnent bien. On est plutôt sur une notion d'aménagement adapté au site. Donc une toiture végétalisée dans de l'urbain dense avec des bâtiments qui ont des toitures terrasses, c'est peut-être une très bonne solution pour gérer toutes les petites pluies. Et c'est un investissement, effectivement, mais ça va gérer une partie de l'eau. Martin, il fait aussi du suivi à Porte des Alpes, par exemple, sur des très gros bassins de stockage et infiltration des eaux pluviales qui ont fait l'objet d'un vrai dimensionnement hydrologique parce qu'ils gèrent de grandes surfaces de terrain et qui sont devenus de vrais écosystèmes parce que la nature, là, a repris ses droits, comme vous le disiez en introduction, c'est-à-dire qu'on a créé des bassins et c'est devenu des vrais écosystèmes qui gèrent non seulement les volumes d'eau, mais aussi la qualité de cette eau avant qu'elle rejoigne la nappe phréatique un peu plus loin. Et donc, toutes les formes sont recevables. Il y a aussi des solutions qui restent assez minérales en fonction des usages nécessaires des espaces. Donc, on mixe des solutions végétalisées et des solutions minérales. Et même si la nature reprend ses droits, c'est quand même une forme d'ingénierie. On n'est pas dans l'ingénierie génie civil, mais on a de l'ingénierie écologique et on a de l'hydrologie au sens propre et scientifique du terme. C'est-à-dire qu'on va gérer des pluies, des événements pluvieux. Il faut que nos aménagements fonctionnent avec les différents niveaux de pluie.
Et donc souvent, on est dans des cascades, des successions d'aménagements qui font que ça fonctionne pour une petite pluie, on ne verra pas d'eau. Quand il y a une pluie moyenne, on va avoir du stockage pendant quelques temps avant que ça s'infiltre. Et puis quand on a des grosses pluies, on va faire en sorte que ça déborde soit vers la rue principale pendant quelques minutes. En tout cas, on va faire en sorte que l'aménagement ne génère pas des inondations supplémentaires. Donc on est beaucoup dans la lecture du site, du paysage, de sa topographie, de son fonctionnement hydrologique, pour identifier où l'eau va être piégée, stockée, ralentie aussi, faire en sorte qu'on n'accélère pas le ruissellement, pour que globalement on respecte au mieux le cycle naturel de l'eau sur cet espace-là. Et étant donné, la nature, elle parle un peu à sa manière, et c'est parfois difficile de décrypter tout ça. Et est-ce que du coup, il peut y avoir des fausses bonnes idées, on va dire, ou des projets, des aménagements qui ne fonctionnent pas? Alors, l'absence totale de dimensionnement pose problème à partir du moment où on veut gérer sur un espace donné des grandes surfaces. Parce que là, on a quand même toujours un effet de concentration, et donc il faut anticiper les volumes de stockage, la capacité d'infiltration, la vitesse d'infiltration de cette eau pour éviter des débordements. Donc, on ne laisse pas faire la nature de manière inconsciente, on regarde comment ce sol va être en capacité d'infiltrer l'eau, à quelle vitesse, et surtout quelle surface on va raccorder sur cette surface d'infiltration pour que ça fonctionne bien. Un autre élément de bon fonctionnement, c'est aussi d'avoir une vision à l'échelle du projet d'aménagement. C'est-à-dire qu'on a par exemple une belle dynamique qui a été lancée avec les cours d'école, les cours oasis, la désimperméabilisation des cours d'école, mais parfois le projet, finalement, aura très peu d'impact sur la bonne gestion de l'eau. On va mettre une surface perméable dans la cour, mais on ne va pas gérer les eaux de toiture. Donc finalement, le système d'assainissement à l'aval, il va recevoir quasiment la même chose qu'avant. Ça ne va pas forcément provoquer des inondations, mais ça ne va pas nécessairement vraiment soulager les systèmes à l'aval. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir une vision d'ingénierie écologique, de conception et de dimensionnement de ces aménagements. Et on ne laisse pas faire la nature comme ça. C'est une nature maîtrisée, contrôlée, et une anticipation des événements pluvieux qu'on va devoir gérer à l'échelle du projet et puis à l'aval. Oui, pour rebondir sur en effet, cette gestion l'exemple de la gestion des cours d'école et de la désimperméabilisation et de cette courbe d'apprentissage. Nous, à Villeurbanne, on a démarré la végétalisation des cours d'école en 2019. Alors, on en a 80 des cours d'école dans la ville. On a 27 groupes scolaires. Donc, au total, ça fait 80 cours. Donc, on en a pour un petit moment. On en est à 37. Et les aménagements qu'on réalise aujourd'hui en 2025 par rapport à ceux qu'on a fait en 2019 lors de la première cour d'école qui a été végétalisée n'ont juste rien à voir. C'est-à-dire que l'objet a rien à voir en termes d'usage et de conception, donc pour les enfants proprement dit, mais également par rapport à cette question de la gestion de l'eau. C'est-à-dire qu'au départ, on s'était projeté sur des ouvrages, des aménagements qui avaient vocation à absorber des pluviométries, je ne sais pas comment on dit, tous les 30 ans. Et en dialoguant avec l'agence de l'eau, parce qu'on est un peu guidé par l'agence de l'eau qui nous donne de l'argent. Donc c'est vrai que ça nous aide à faire des choses, à aller dans le bon sens. Donc ils nous ont dit, il vaut mieux se contenter d'absorber des pluies décennales et par contre d'avoir un équipement qui va absorber une surface beaucoup plus grande de pluie courante. Et du coup, on a connecté les toitures des écoles, des gymnases qui sont à proximité, à ces aménagements pour que cette cour elle ait vraiment une fonctionnalité d'utilité maximum au regard des experts qui nous conseillent. Et peut-être, Monsieur Brissard, pour continuer sur la ville, justement,
Donc vous avez présenté les projets en ce qui concerne les cours d'école. Et du coup, est-ce qu'il y a, j'imagine, une véritable demande citoyenne à Villeurbanne? Et étant donné qu'on rentre dans la période là, des campagnes pour les municipales, est-ce que c'est un moteur, une question, un sujet qui est porté par votre camp politique? Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en avant dans votre bilan ou pas? Alors, il y a deux questions. La première question, c'est est-ce qu'il y a une sensibilité de l'opinion à cette question? Je dirais à peu près, je dirais quasiment non. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit il faut absolument que vous occupiez des eaux pluviales. Alors, s'ils s'occupent comment dire, même pas quand ils sont inondés, quand ils ont une flaque d'eau devant chez eux. Ça les agace prodigieusement d'avoir une flaque d'eau devant chez eux. Mais ça ne va pas bien au-delà. Il faut faire disparaître la flaque d'eau, mais ça ne va pas bien au-delà. Après, et donc là-dessus, moi, alors au-delà de l'exemple de Villeurbanne, moi, je vous mets au défi de trouver un programme électoral des municipales 2026 sur lesquels, alors peut-être si dans des endroits où ils ont, dans le nord de la France où ils ont pris beaucoup d'eau sur la figure, peut-être que ça les travaille plus. Mais en tout cas, je ne sens pas du tout cette entrée-là. La question, par exemple, de la végétalisation, elle est perçue comme un bénéfice. En effet, pour la gestion des îlots de chaleur urbain et des canicules, elle est perçue comme un enjeu et elle est portée comme un enjeu de bien-être parce qu'on a des directives de l'OMS qui disent que c'est bien de voir 3 arbres depuis sa fenêtre et d'être à 300 mètres d'un espace vert. Donc, on va mettre en œuvre ces recommandations-là autant que faire se peut, mais ça ne va pas être la gestion des eaux pluviales qui va nous guider. Par contre, elle va être prise en compte dans ces aménagements. Actuellement, il n'y a pas un parc à Villeurbanne qui est aménagé sans que soit prise en compte cette gestion des eaux pluviales et des pluies importantes. Donc on a toute une gestion de vallons, de zones humides qui sont très bien présentés et vendus par les paysagistes. Mais je regardais un peu les programmes là les programmes des programmistes de parcs et jardins qui sont intervenus sur Villeurbanne. J'ai un exemple où la gestion des eaux pluviales était mise comme un objectif premier de l'aménagement. Pour le reste, c'est pris en charge. Et on va l'avoir peut-être aussi à Saint-Jean, parce qu'à Saint-Jean, on est donc dans le quartier Saint-Jean à Villeurbanne. C'est un quartier qui est en bordure du canal de Jonage, donc qui est en zone inondable, qui est protégé par une digue, et où en effet le parc qui va être aménagé de 1,5 hectare, il est conçu comme un déversoir en cas de crue, Q200, donc c'est les crues qui sont censées arriver tous les 200 ans. Si ça dépasse ce niveau de crue, hop, ça se déversera dans le parc, donc qui a été conçu en dépression. Mais je crois qu'effectivement, la gestion des eaux pluviales n'est pas un sujet très politique. En revanche, depuis toujours, on a conscience que la bonne gestion des eaux pluviales va surfer sur d'autres politiques publiques, et on en revient à ce que je disais en introduction. C'est-à-dire que la demande de nature en ville, la demande de bien-être en ville, de rafraîchissement, etc., est un levier très important pour développer des solutions nouvelles ou des solutions plus intégrées pour la gestion des eaux pluviales. Et donc, si en deuxième rideau, on a conscience au niveau de la politique publique, au niveau de la préservation des milieux aquatiques, de la nécessité de bien gérer les eaux pluviales, c'est très intéressant de finalement plutôt surfer sur des objectifs qui ont une valeur sentimentale, morale ou même de bien-être en ville pour développer des solutions avec des co-bénéfices. Et toutes nos solutions fondées sur la nature pour la gestion des eaux pluviales sont systématiquement des solutions qui ont d'autres intérêts et d'autres bénéfices que la seule gestion des eaux. Et peut-être une dernière question pour ce qui concerne l'organisation de la ville. Je sais que le Gré, il a travaillé sur la rue Garibaldi à Lyon, où on a végétalisé
ce qu'on appelait, enfin, c'était considéré comme une autoroute urbaine. Et est-ce qu'on arrive à concilier, est-ce que c'est facile de faire des arbitrages et de concilier les usages que va imposer une ville dense comme Lyon ou comme Villeurbanne avec pas les obligations, mais la pensée qu'on a aujourd'hui de végétaliser pour rendre la ville plus agréable, mais aussi pour mieux gérer les eaux pluviales? Je pense que là encore, on va avoir un raisonnement multi-compétences, puisqu'en fait, l'idée, c'est de dire on enlève ces trémies et ces autoroutes urbaines pour remonter en fait une circulation en surface. On développe les transports en commun pour essayer de limiter les flux de voitures. On développe des zones pour circulation mode doux et donc on va créer finalement des interfaces entre la voiture et le vélo. Et si on veut que ce soit agréable, on va végétaliser. Donc le déploiement de nos solutions fondées sur la nature, elles ont tendance à grignoter un peu de surface qui était à disposition de la voiture, mais c'est aussi toute une évolution des politiques publiques en termes de mobilité et de rafraîchissement. Donc, c'est une conciliation d'objectifs complémentaires et qui fonctionne assez bien. Après, typiquement, on parlait de l'arbre de pluie, mais il y a beaucoup d'aménagements qui se font aujourd'hui avec une articulation entre arbres et stationnement. Et en fait, on crée des vraies fosses, on appelle ça aujourd'hui fosses de Stockholm, on l'appelle tranchées, enfin, les noms évoluent en fonction des modes. Mais globalement, on crée finalement des grands massifs en terre végétale qui permettent aux arbres de se développer et en même temps d'avoir des surfaces de stationnement qui sont plus ou moins minérales, plus ou moins végétalisées. Donc en fait, on jongle toujours avec différents objectifs et réintroduire la nature en ville, c'est revoir aussi son fonctionnement en termes de mobilité, en termes d'accès à la voiture. Et après, si on prend le problème à l'envers, il ne faut pas oublier aussi que si on veut végétaliser, on est obligé d'avoir de l'eau. Donc la politique ville perméable, en fait, elle est un peu nécessaire dès lors qu'on veut replanter quoi, pour un acteur public, quoi, ou privé d'ailleurs. Très bien. Je voudrais aborder aussi le sujet. Non, je voulais juste réagir. Tout à l'heure, il y avait une question en disant qu'est-ce qui ne marche pas. Et je pense que c'est plus intéressant là, en fait, de dire tout ça, c'est les conflits d'usage, en fait. C'est-à-dire, on parlait de solutions rustiques. Il y a beaucoup de solutions, en fait, qui ont existé et qui ont été installées. Mais quand on veut les mettre en ville, c'est là où on a un problème, en fait. On a des conflits d'usage parce qu'on n'a pas assez d'espace. On a la même chose entre les piétons, les vélos, les trottinettes. Ben là, on va avoir les arbres, des problèmes de racines derrière. Ou alors, on va installer des cuves de récupération d'eau. Une cuve de récupération d'eau, tu veux la remplir parce que tu veux avoir de l'eau disponible. Mais si elle est remplie, elle ne pourra pas gérer son rôle de protection contre les inondations. Enfin, tout le problème, Garibaldi, c'est pareil. Tous les problèmes derrière, en fait, c'est de l'urbain dense ou de l'urbain sur lequel on a peu d'espace. Et donc, on est obligé de partager cet espace. Et donc, on est directement en conflit d'usage, en fait. Je voulais demander à propos du terme rusticité et aussi du solution fondée sur la nature. On a parlé de simplicité, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup la question aussi de la manière dont on le fait? Par exemple, dans les restaurations de rivières, on entend beaucoup parler de low-tech et de ce genre de pratiques. Est-ce que c'est pris en compte aujourd'hui? Et si oui, assez ou pas? Est-ce qu'on utilise encore des gros engins pour le faire? Est-ce qu'on calcule ce que ça coûte en termes d'environnement? Low-tech, c'est la restauration low-tech, donc c'est pour ceux qui seraient peut-être pas au courant, mais c'est une nouvelle un petit peu manière de penser les restaurations de rivières où on se base sur ce que ferait un castor. Et donc on appelle ça low-tech puisqu'on fait tout vraiment à la main, quoi. Avec les dents. Avec les dents, d'ailleurs. Et donc là-dessus, on a encore assez peu de recul puisque ça vient tout juste vraiment d'arriver. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça a vraiment mis quand même ça a été vraiment une petite révolution, on va dire, dans la gestion des milieux aquatiques telle qu'on la connaissait jusqu'ici, où on avait des projets des projets très BE, on va dire, où on pensait la rivière de manière un peu systémique. Et là, on vient prendre le problème complètement à l'envers et où on fonctionne plus que par itération, quoi.
Et donc pour l'instant, on en est au balbutiement. Mais pourtant, c'est vrai que ça manque. Il y a un véritable intérêt quand même, qui jusqu'ici était plus complexe à faire émerger, on va dire, notamment dans le lien que le grand public a avec les rivières. Il me semble que le low-tech est un peu existant depuis de longues années avant l'engouement pour les méthodes Castor. Le barrage Castor, là, c'est très à la mode en ce moment, mais la restauration des cours d'eau, comme le disait Frédéric, à un moment donné, les rivières urbaines, on les canalisait avec du béton ou avec des enrochements. Ça fait quand même quelques années qu'on a développé de la restauration de rives et de berges avec des fascines, avec des systèmes où effectivement on incite finalement le sol et le végétal à reprendre sa place et son fonctionnement en symbiose avec le cours d'eau. Et donc ça, c'est l'ingénierie écologique, c'est pas que depuis le Castor. En fait, c'est depuis le Castor, depuis que le Castor existe, et non pas depuis l'engouement pour le barrage Castor. Ouais, j'aime bien ne pas dire il y a d'un côté les ingénieurs et de l'autre côté la nature. En fait, c'est de l'ingénierie, mais c'est de l'ingénierie qui travaille avec la nature pour développer les solutions. Et quand on parlait de changement de pratique, c'est vrai que la conception des aménagements urbains, les routiers, les maçons, les acteurs là, qui avaient des habitudes, ils doivent changer leurs habitudes. Typiquement, pour ralentir l'eau, une voirie avant, c'était systématiquement une pente minimum de, je ne sais pas si c'est pas 2 ou 6%, je ne sais pas. Et aujourd'hui, si on veut que l'eau s'infiltre dans la voirie, il faut une pente de 0. Un gars qui a fait pendant 40 ans des voiries avec une pente imposée à 2%, il faut être derrière lui le jour où il va tirer son enrobé drainant pour qu'il mette une pente de 0, parce que c'est à l'inverse de ce qu'on lui a toujours dit et ce qu'il a toujours appris à faire. Quand on fait des espaces végétalisés avec des terres meubles pour infiltrer, il faut des précautions particulières pendant le chantier, parce que si les engins ils roulent sur ces espaces-là, ils vont tasser la terre et il n'y aura plus de capacité d'infiltration. Donc, il faut des précautions dans la façon dont on met en œuvre ces aménagements pour changer nos habitudes et avoir des précautions particulières pour que ça fonctionne bien dans le temps. Donc, il y a toutes ces précautions, des changements de pratique à tous les niveaux, au niveau de tous les acteurs. Et c'est vrai que dans le déploiement des solutions fondées sur la nature, on insiste beaucoup sur ces différentes étapes. C'est une nouvelle conception, mais c'est aussi une réalisation différente, un entretien différent, un usage différent des espaces. Si vous mettez une petite noue pas trop pentue et que toutes les voitures vont se garer dedans, pareil, ça va tasser le sol et il n'infiltrera plus. Donc en fait, il y a tout un changement collectif de la vision, de la façon dont on gère et les surfaces et les aménagements et l'eau, qui est nécessaire. Et donc c'est pour ça que c'est très important d'en parler avec tout le monde, pour qu'on ait un regard différent, que notre petit jardin de pluie qui va rester en eau pendant 3 jours parce qu'il infiltre tranquillement une grosse pluie, c'est pas qu'il ne fonctionne pas, au contraire, c'est qu'il a bien un rôle de stockage et ça va s'infiltrer en 3 jours. Et c'est pas à peine d'appeler l'adjoint à la mairie pour râler parce qu'il y a un peu d'eau. C'est normal et ça fait partie du fonctionnement. Après, il y a des appréhensions aussi sur certains dysfonctionnements. Ça ne marchera pas, ça ne va jamais s'infiltrer. C'est une source de moustiques. Va y avoir des feuilles, il va y avoir du végétal, je vais être envahi. C'est des herbes, des mauvaises herbes, et il faut les considérer plutôt comme des herbes folles. Donc, il faut vraiment que toute notre société, du citoyen au professionnel, change de regard sur cette façon de gérer l'eau dans l'aménagement. Il y a clairement des évolutions de pratique, je suis tout à fait d'accord. Mais pour revenir à la question du low-tech, je pense qu'il y a derrière, il y a peut-être 2 enjeux différents. Il y a ce qu'Élodie évoque, qui est l'ingénierie écologique. Donc ça va être, l'objectif, c'est de concevoir en s'aidant de la nature. Donc on ne peut pas venir en disant je vais faire un parc et je plante l'arbre qui a déjà 30 ans, etc. Je vais m'aider de la nature et il faut que j'ai de la patience aussi pour que la solution s'installe. Et il y a l'autre aspect aussi qui est un enjeu beaucoup plus récent en fait et qui impacte beaucoup nos pratiques, c'est tout ce qui est impact environnemental en fait. Et je pense que c'est 2 choses différentes. On va raisonner en ville ou alors sur des masses d'eau. D'un côté, on peut s'aider de la nature
pour mieux concevoir le système, faire évoluer. Et de l'autre côté, on peut aussi essayer d'être plus vertueux en termes d'impact. Et je pense qu'il y a une prise de conscience réelle sur les deux, en fait. L'OTEC, c'est un concept, une façon de traduire ça, mais il y a cette prise de conscience. Et après, je suis tout à fait d'accord, il y a, la gestion de l'eau, comme dans plein de domaines, c'est des métiers qui évoluent fortement, en fait, et dans lesquels les ingénieurs, les techniciens, derrière, ils n'arrivent pas forcément à suivre la vitesse d'évolution. Ils peuvent avoir du retard sur la façon de concevoir. Là, en lien avec les deux interventions, alors, sur le low-tech, l'élu, il est super intéressé parce que dans sa tête, il voit ça coûte moins cher. Donc, ça, c'est un premier regard un peu basique sur la question qui fait qu'on va être plutôt intéressé par l'idée. Mais au-delà de ça, je voulais évoquer la question de l'embarquement des habitants. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en effet, il y a besoin d'avoir un autre regard sur l'aménagement qui est produit. Moi, j'ai l'exemple à Villeurbanne, on a aménagé un petit jardin qui s'appelle le jardin Lina Crétet, qui est dans une des zones les plus denses de Villeurbanne. C'est-à-dire que c'est des rues qui sont super étroites, il n'y a pas un parc. Donc là, c'est le premier parc qu'on fait dans ce quartier. Et on l'a fait sur une ancienne usine qu'on a rachetée, rasée, et qu'on a transformée en parc. Donc on voit encore les sheds sur les murs qui entourent la marque des sheds. Ce projet, il y a eu un très gros effort de concertation autour du projet, tant pour recueillir le besoin, les envies des habitants sur ce qu'ils avaient envie de voir, que dans la capacité à les embarquer dans un récit où, en effet, sur un terrain qui était une dalle de béton au préalable, on ne va pas voir du jour au lendemain des arbres de 20 mètres. Et donc, on a besoin de les embarquer dans un récit où ce qu'on leur vend, c'est des arbres, c'est des baliveaux ou même des arbres encore plus petits, de quasiment 1 mètre. On va leur dire, sur les 20 ou 25 ans prochains, que le parc va se construire. Et ça demande un certain, alors c'est pas un savoir-faire, mais en tout cas un travail avec les habitants pour qu'ils soient embarqués dans cette histoire-là. Et du coup, ça a suscité le fait d'avoir un aménagement, on a mis sur le site un belvédère, qui est une espèce de construction qui monte à 6 mètres de haut, sur lesquels les gens peuvent monter en leur disant « ça vous permettra de voir la forêt pousser ». Et du coup, le projet est conçu autour de cette question de on vous offre autre chose que ce que vous avez l'habitude de voir, d'avoir du gazon, une belle surface de gazon et des beaux arbres de 4 mètres qu'on a amené avec un camion pelle. Il y a aussi tout un aspect gestion où nécessairement, si on adapte un petit peu les pratiques, on va se retrouver avec des espaces qui sont jeunes et où on intervient assez peu. Ce qui fait que ça peut assez vite ressembler à une friche, en fait. Et donc pour que le grand public puisse comprendre aussi pourquoi on aménage des espaces comme ça, ça demande un petit peu de pédagogie aussi, parce qu'on peut vite se retrouver avec des critiques vis-à-vis de ce qui est fait, quoi. Typiquement, pourquoi on laisse des terrains abandonnés et pourquoi on n'est pas venu tondre 8 fois pendant l'année. Ça aussi, tout ça, c'est un travail de pédagogie à mener et qui est loin d'être évident. Très bien. Je pense qu'on a fait un tour, certes non exhaustif, mais tout de même complet de cette question un petit peu, de comment ça fonctionne, de pourquoi c'est là, de comment on le fait. Ces solutions fondées sur la nature, comment est-ce qu'on construit évidemment la ville sensible à l'eau de demain.
d'après le proverbe australien. On va maintenant passer sur une troisième question et rebondir assez directement finalement sur la façon dont vous avez terminé ou conclu ce propos sur la décision et peut-être sur l'autre côté, là on parlait de la partie sensibiliser la population, là on aimerait s'intéresser peut-être à la partie au-dessus, peut-être en commençant par vous, Monsieur Brissard, puisque ce serait pour savoir si ces solutions fondées sur la nature ou le rétablissement du cycle de l'eau ou même la végétalisation, si tout ça c'est à l'échelle d'une mairie comme Villeurbanne obligatoire dans des documents d'urbanisme, si on vous donne les moyens, vous avez rapidement évoqué les financements de l'agence de l'eau, donc est-ce que c'est obligatoire et comment est-ce qu'on le finance? Est-ce que vous avez les moyens de le faire? Plus ou moins. Non, je dis plus ou moins parce qu'on a des... jamais autant qu'on le voudrait, ça c'est sûr. Après, quand je dis plus ou moins, c'est-à-dire que ça a été évoqué en début de propos sur plus la ville est dense, plus c'est compliqué, plus c'est cher. C'est clair qu'à Villeurbanne, les anciens parcs, c'était facile, on rachetait le terrain d'une propriété bourgeoise qui avait des arbres centenaires, voilà, qui avait son magnifique jardin de 3 ou 4 000 m², on en faisait un parc public et c'était réglé. Là maintenant, j'expliquais tout à l'heure, on est obligé de racheter des usines, les raser, donc ça coûte beaucoup plus cher. Pareil sur les arbres sur voirie, dans les parties très denses de Villeurbanne, les rues sont tellement étroites qu'il y a des réseaux partout. Donc vous êtes obligé de mettre les arbres en bac. Et un arbre en bac sur voirie, c'est 10 000 € par bac. Donc les moyens, on en fait alors quand je dis on, c'est pas la ville de Villeurbanne, c'est la métropole, à qui on demande, avec un grand respect, d'intervenir. Ils en font à peu près 50-60 par an. Donc ça reste des petits volumes. Par contre, là où on a une capacité d'action qui est beaucoup plus forte, ça va être sur des aménagements de plus grande taille. Et on a parlé des outils techniques, on a aussi les outils juridiques. Une ZAC, donc zone d'aménagement concerté, c'est un outil juridique qui nous permet d'intervenir à une échelle de la ville qui offre des capacités beaucoup plus fortes à la fois de prescription et d'ambition. J'étais hier sur une réunion avec la métropole sur la ZAC Saint-Jean, le quartier dont je parlais tout à l'heure, donc une zone de 30 hectares, où là, c'était du petit pavillonnaire, du bazar diffus. Ça a commencé juste à être urbanisé de manière un peu, un peu anarchique à partir des années 50, une fois qu'on a construit la digue, parce qu'avant c'était inondé tous les 2 ans, donc il n'y avait pas grand-chose qui se construisait. Là, on essaye d'avoir un projet d'aménagement à l'échelle du quartier, et du coup, en se projetant sur un projet d'aménagement à l'échelle du quartier, de transformation du quartier, on est capable de projeter des espaces publics dans lesquels cette ambition de la ville perméable, elle va être portée très fortement. On va aménager 8 hectares d'espace public, donc tous les voiries, les parcs, etc., dans lesquels 41% sont des espaces végétalisés. Donc sur cette partie espace public, toute voirie, parcs, espaces divers confondus, on a 41% d'espaces végétalisés et on a 18% réservés à la chaussée et au stationnement. Donc on est dans une inversion complète de la façon dont la ville a été pensée préalablement. Mais là, on peut se le permettre parce qu'on vise à 15 ou 20 ans en disant, voilà, on se donne ce temps-là pour le faire, mais l'ambition et le dimensionnement des voiries, etc., il va être de cet ordre-là, il va être organisé de cette façon-là. Et parce que ça s'accompagne, on l'évoquait également précédemment, on repense les mobilités. C'est-à-dire qu'en effet, le fait de faire arriver le tram dans le quartier Saint-Jean fait qu'on peut se permettre d'offrir ou de proposer à la population
une diminution des voiries automobiles et donc de laisser de la place pour faire autre chose. Pour le financement. Vous avez de l'argent Pour le financement, on n'a pas... Non, c'est une vraie difficulté. C'est-à-dire que là, c'est un frein brut. Alors, à la fois, c'est un frein brut parce que la métropole nous donne une enveloppe annuelle, on fait avec. Et elle n'augmente pas de manière tous les ans. Derrière, en termes de gestion, c'est aussi un frein parce que ça demande du financement. Nous, sur le mandat, là, en espace végétalisé, on a augmenté de 12 hectares. Sur la ville de Villeurbanne, on a végétalisé 12 hectares supplémentaires de ville. Et globalement, c'est quasiment intégralement de la désimperméabilisation de sol. Sauf que quand les services de la ville, vous leur dites vous avez 12 hectares de plus à aménager, ils me disent ils sont où les ETP? Donc là, on a de la dépense et on n'a pas de recettes. Et sur les financements en termes de subventions, alors l'agence de l'eau, via le contrat métropolitain, on a des financements sur la désimperméabilisation des cours d'école. Donc globalement, on est assez bien servi. On est toujours les premiers à mettre un dossier sur la table. Donc ça fonctionne bien. Après, il y a le fonds vert qui a fondu. On va le dire comme ça, parce qu'on est passé de 2,5 milliards à 800 millions d'euros, là, je crois, dans la dernière proposition de loi. Donc, il n'y a plus grand-chose. Donc, ça va être un facteur limitant de nos ambitions. Et là, quand je parlais de Saint-Jean, là où on est exemplaire, la métropole, dès que vous lui dites on ne pourrait pas rajouter une allée, elle dit non, mais là, c'est 8 hectares, on a signé pour 80 000 m² d'espace public, vous ne mettez pas 82 000. Hein. C'est fini. Je t'en prie. On parlait de cadrage. Effectivement, les collectivités ont une obligation réglementaire de mettre en place des zonages eaux pluviales, c'est-à-dire de définir à l'échelle de leur territoire là où il faut infiltrer les eaux pluviales, là où ils ne peuvent pas accueillir d'eau pluviale dans les réseaux d'assainissement. Le problème, c'est que cette réglementation, elle a été établie au niveau national sans échéance de date. Donc, en fait, les collectivités, si elles avaient des enjeux de gestion des eaux pluviales, ont commencé à faire ces études pour voir où on impose l'infiltration, où souvent c'était aussi traduit en débit limité ou niveau de pluie à conserver sur la parcelle. Et ces zonages eaux pluviales font partie des documents qui sont soumis à enquête publique. Donc ça passe par une enquête publique et ils doivent être adossés, enfin annexés ou intégrés dans les PLU. Donc ça, c'est la base de la règle qui est mise en place sur la gestion des eaux pluviales sur les parcelles privatives. Logiquement, il faudrait que ça s'applique aussi aux espaces publics. Et souvent, la règle s'applique au privé et pas forcément au public. Mais ceci étant dit, ça permet d'établir une stratégie à l'échelle du territoire qui oblige la gestion des eaux pluviales 100% à la parcelle, ou en tout cas sur les premiers niveaux d'eau, enfin les premières pluies, de conserver cette eau et de gérer cette eau à la parcelle. La difficulté, c'est de l'appliquer aussi sur les espaces publics, parce que ça se traite au moment des permis d'aménager ou des permis de construire. Et le deuxième problème, c'est tout ce qui est réhabilitation, c'est-à-dire sur un espace qui est déjà imperméabilisé, raccordé, comment on fait en sorte pour soustraire cet espace au système d'assainissement. Donc ça, c'est la règle générale. Et en fonction des enjeux des territoires ont été très offensifs en disant zéro raccordement et tout réaménagement fait qu'il n'y a plus de raccordement au système d'assainissement, ce qui est une façon d'imposer sa règle. En termes de financement, vous savez, en France, on dit l'eau paye l'eau, mais pas le pluvial. C'est-à-dire, par l'eau potable, on paye l'assainissement, mais l'eau pluviale n'est pas sur le budget eau, elle est bien sur le budget général. Elle est sur le budget des collectivités, partagé par
le pluvial, la mobilité, les espaces verts, le social, la culture, etc. C'est sur le budget général, c'est sur l'impôt général des collectivités. Donc, la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, elle a été définie il y a très peu de temps, finalement, il y a moins de 10 ans, pour identifier cette compétence spéciale. C'est-à-dire, soit c'était géré par le service assainissement, avec une quote-part quand même du budget général, soit c'était géré par les cantonniers sur la partie voirie, mais il n'y avait pas une compétence spécifique gestion des eaux pluviales urbaines. Donc il y a cette compétence qui a été définie, et donc on a commencé à se poser la question d'un budget d'investissement et de fonctionnement qui était un peu noyé dans les différents services. Et on a pris conscience que ça coûtait effectivement très cher et que c'était un vrai budget en soi de gérer les eaux pluviales. Et le développement des solutions fondées sur la nature, il y a une espèce de basculement des frais de fonctionnement et d'entretien entre, à l'époque, le service assainissement et aujourd'hui les services espaces verts. Et ça, c'est un vrai sujet et une vraie difficulté au sein des collectivités. C'est-à-dire que en développant nos solutions fondées sur la nature, on va peut-être réduire nos budgets assainissement, notre charge au niveau de l'assainissement, mais on va augmenter le volume d'espaces verts à gérer. Ils ne gèrent pas que l'eau, ils gèrent des espaces verts, mais on augmente finalement cette charge sur les services espaces verts. Et donc, il y a certaines collectivités qui ont mis en place des accords, c'est-à-dire que des ouvrages végétalisés qui servent à la gestion des eaux pluviales collectives, il y a des accords entre le service assainissement ou le service eau pluviale et le service espace vert pour partager ces charges et ces frais ou rétrocéder entre l'intercommunalité et la commune, entre la gestion des eaux pluviales urbaines intercommunales et le service espace vert de la commune. Donc il y a des négociations nécessaires pour faire en sorte qu'on gère ces espaces sans avoir l'impression de se gérer pour les autres. Il y a un vrai sujet. Et enfin, à la parcelle, c'est à la charge du propriétaire. Et c'est ça qui est important de rappeler. C'est une ressource gratuite, l'eau de pluie, mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer sans attendre de la collectivité qu'elle prenne en charge, en fait. Moi, je voulais juste... c'était le point que tu as annoncé tout à l'heure, l'eau paye l'eau et les budgets dans les collectivités. Donc, j'ai pas rien à rajouter là-dessus. Et on n'en fait jamais assez, mais est-ce qu'on en fait suffisamment aujourd'hui au niveau pour commencer à dresser un petit bilan au niveau des décisions? Est-ce qu'on a des décisions qui engagent vers un bilan plutôt positif ou pas du tout? Alors ça dépend où. Et puis ensuite, le gros problème, c'est que c'est assez difficilement quantifiable, hormis de dire qu'on a telle ou telle surface qui ont été déconnectées. Mais de là à venir dire que ça a désengorgé, par exemple, les stations d'épuration, ou alors que les déverseurs d'orage fonctionnent moins, c'est un autre travail. Plus globalement, c'est le gros problème de toutes les solutions fondées sur la nature qui impliquent des services écosystémiques, c'est qu'à quantifier en termes d'intérêt et aussi en termes de coûts, du coup, qui ne vont pas être engendrés généralement, c'est très difficile. Et c'est un petit peu là-dessus que... Enfin, j'ai l'impression en tout cas qu'on se casse les dents, pour ne pas le dire trop. Je sais pas si... Ouais, non, moi au-delà du fait de dire que, par exemple, à Villeurbanne, dans ce mandat, on a végétalisé 3 fois plus de surface que dans le mandat précédent. Et donc, on est passé de 4 hectares à 12 hectares végétalisés. Je ne sais pas dire... Alors, comment dire, je sais le vendre aux habitants, enfin le vendre, c'est pas le bon mot, mais je sais le présenter, le faire valoir, merci, aux habitants sur le bénéfice que j'évoquais tout à l'heure sur la santé, le bien-être, la chaleur, avec ses limites néanmoins. Par contre, savoir dire, est-ce que ces 12 hectares-là, on est à l'échelle de cette absorption et de la gestion des eaux pluviales, ça, justement, c'est là où il y a des travaux de recherche sont utiles pour se dire le rythme, le virage, on le prend
de manière suffisamment serrée pour passer les écueils qui sont devant nous ou pas. C'est une question derrière aussi d'échelle spatiale et temporelle en fait. C'est-à-dire que tu peux pas dire ça marche pas. La végétalisation, a priori, ça va avoir des bénéfices à long terme en fait. On peut pas dire aujourd'hui ça y est, c'est fait, ça marche. Qu'est-ce qu'on évalue et sur quelle échelle et sur quel territoire aussi. En fait, il y a quelques années, quand l'Agence de l'eau a commencé à soutenir les solutions à la source, je me suis fait botter les fesses. On m'a dit, en région Rhône-Alpes, le GREC était là déjà depuis 30 ans. En région Rhône-Alpes, il se fait plein de choses, mais pas mieux qu'ailleurs. Ça m'a un peu énervée, parce que je me suis dit, mais ça fait 20 ans que je suis là-dedans, et à quoi je sers si les choses ne se font pas? Et donc, on a mis en place un observatoire régional des opérations exemplaires en matière de gestion des eaux pluviales. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'Agence de l'eau ne voyait que les ouvrages qu'il finançait, mais qu'il se faisait beaucoup de choses en fait dans les aménagements nouveaux, où ça rentrait dans une certaine logique d'aménagement, que ce soit au sein des axes, que ce soit sur des axes routiers, etc. Et donc, on a développé un observatoire où on a repéré plein d'opérations plus ou moins modestes. Alors, tu parlais de... tu utilisais le mot... moi, j'aime bien le mot modeste, rustique. Rustique. Il y a rustique, mais il y a aussi modeste. C'est-à-dire, quand on parle d'un arbre de pluie ou quand on parle d'un petit lotissement, etc. Donc, c'est des toutes petites choses. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal d'acteurs qui le faisaient sans pour autant demander un financement à l'Agence de l'eau ou sans pour autant dire qu'ils faisaient une innovation extraordinaire parce qu'ils allaient infiltrer l'eau le long d'une noue, le long d'une voirie, etc. Donc, je crois que c'est aujourd'hui plus de 300 ou 380 opérations recensées, dont une centaine qui font l'objet de fiches descriptives. Alors, on s'est rendu compte qu'on décrivait les opérations les moins modestes, où il y avait un peu de conception, dimensionnement, etc. Et on s'est dit que c'était important de mettre en valeur aussi tous les petits aménagements qui existent et qui contribuent à la bonne gestion des eaux pluviales. Donc, il s'en fait quand même pas mal. Ma deuxième remarque, c'est que la métropole de Lyon, elle a un contrat avec l'Agence de l'eau avec un objectif de désimperméabilisation de 400 hectares sur 6 ans, 10 ans. Enfin, donc ils comptent les surfaces désimperméabilisées qu'ils ont dans le viseur, celles qu'ils voient. Et ça veut dire qu'effectivement, on quantifie ça en obligation de moyens et non pas de résultats. Parce qu'aujourd'hui, mesurer l'efficacité des stratégies de désimperméabilisation, de déconnexion et d'infiltration du point de vue du système d'assainissement global, c'est très difficile. Parce qu'en plus, on gère des événements pluvieux qui sont variables. Enfin, trouver les bons indicateurs là-dessus, c'est pas évident du tout. Ceci étant dit, il y a beaucoup de travaux de recherche qui essayent de représenter le fonctionnement de notre bassin versant et de son système d'assainissement et d'identifier comment prioriser à quel endroit il faudrait désimperméabiliser, à partir de quel moment, enfin de quelle surface ça va être efficace pour limiter les rejets au milieu récepteur, etc. Et moi j'espère, en fait on accueille à Lyon tous les 3 ans une conférence internationale sur la gestion des eaux pluviales et j'espère me faire émerveiller parce que des bureaux d'études arrivent à représenter ça et trouver des priorités. J'ai quelques doutes et souvent, quand je me fais émerveiller, je me dis « ouais, c'est un peu trop magique, à mon avis, il passe à côté de la réalité ». Mais malgré tout, entre nos capacités numériques, de représentation numérique, de modélisation, de représentation des événements pluvieux actuels et futurs, etc., on a quand même des outils qui commencent à devenir puissants en termes de représentation du fonctionnement hydrologique des bassins versants. Je crois que j'avais encore une autre idée, mais je l'ai oubliée, c'est pas grave. Du coup, puissant, certes, mais est-ce que c'est suffisant pour se faire entendre par les structures qui prennent les décisions, que ce soit tout en haut ou par les intercommunautés? Est-ce que cette difficulté de produire une évaluation, par exemple, qui serait chiffrée, ça crée pas une communication un peu difficile avec les preneurs de décision? Ce que j'allais ajouter, c'est qu'il faut bien avoir conscience que désimperméabiliser, c'est refaire nos chaussées, c'est refaire nos trottoirs, c'est refaire nos aménagements. Et donc, dire politiquement
au titre de la gestion des eaux pluviales, on va refaire tout un quartier et donc réinvestir en voirie et végétale pour la gestion des eaux pluviales sur tout un quartier. En fait, je dirais que le sujet et l'enjeu n'est pas suffisant pour cet investissement. Et donc, en fait, on est très opportuniste. C'est-à-dire, quand on fait une réfection de chaussée, on en profite pour. Quand on refait nos réseaux d'assainissement ou d'eau potable, qu'on refait une tranchée, on en profite pour. Donc, on est un peu dans ce côté un peu opportuniste. Et je pense notamment parce qu'on n'a pas des outils qui nous donnent une information sans incertitude sur c'est là qu'il faut tout déconnecter, c'est là qu'il faut infiltrer. Donc, c'est là qu'on investit pour tout refaire au service de la bonne gestion des eaux pluviales. Donc on a une politique plutôt opportuniste. Ceci étant dit, nos voiries, elles sont renouvelées à peu près tous les... vous diriez quoi? Je vais dire 65, 40, 30, entre 30 et 60 ans. Non, oui, Et donc, on fait du renouvellement et on en profite, une fois qu'on a la stratégie en place, pour le faire. Après, on peut quand même dire que l'agence de l'eau quand même contribue vraiment à avoir une vision assez macro de ce qu'il y a à faire, pour essayer d'aller dans le bon sens. Et en plus de ça, c'est eux qui ont les financements, donc ça tombe bien. Et c'est pas nécessairement du tout le cas dans d'autres domaines de l'environnement, quoi. Donc c'est vrai que l'eau a cette petite spécificité d'avoir l'agence qui via ses financements, pilote finalement quand même globalement ce qui se fait sur le territoire. En tant que chercheur Moi, je voulais réagir sur qui porte la responsabilité et la décision. Et je voulais... Il y a plein d'acteurs en fait qui ont la responsabilité, mais je pense que c'est intéressant aussi de dire que c'est tout le monde qui a la responsabilité. Parce que quand on parle de la gestion des eaux pluviales, on dit qu'avant, finalement, les eaux pluviales dans la parcelle, on les envoyait au réseau, et c'est la ville qui les gérait. On a délégué ce travail, ce service à la ville. Et là, on est en train de dire, pour que ça fonctionne, il faut que tu reprennes ce service. Donc il y a ce côté-là. On dit, de l'autre côté, c'est les stations d'épuration qui sont en cause, parce que derrière, ça pollue. Mais les stations d'épuration, ce n'est pas elles qui produisent la pollution, c'est celles qui essayent de traiter la pollution. Donc encore une fois, c'est tout le monde qui est responsable. Donc d'un côté, je pense qu'il y a une responsabilité de tout le monde, et on peut réfléchir à d'autres systèmes où on aurait peut-être un plus grand engagement individuel et peut-être moins apporté sur la collectivité, ou on pourrait réfléchir dans l'autre sens, en fait, à avoir moins d'engagement individuel et plus apporté par la collectivité. Mais on ne peut pas dissocier ça de tout le monde. Et dans l'autre sens, qui décide, je pense qu'il y a... tu parles des agences de l'eau, en fait, qui sont hyper importantes. Derrière, on peut dire que c'est l'Europe. Parce que c'est l'Europe qui a imposé la directive cadre sur l'eau, qui a fait que derrière, les agences de l'eau, elles ont été obligées de financer la désimperméabilisation, parce que sinon, on n'a pas de retour au bon état écologique des masses d'eau. Enfin, il y a... Et d'un côté, moi, je pense que c'est tout le monde qui décide, qui sont responsables. Et derrière, on est obligé de remonter à des échelles beaucoup plus larges, comme l'Europe, parce que changer, c'est très inconfortable, en fait. Quand on demande aux gens de changer, d'évaluer dans les façons de travailler, mais même de concevoir. Quand on a fait les premiers systèmes de gestion des eaux pluviales qui étaient autres que les tuyaux, les bureaux d'études qui avaient toujours fait ça, c'est très compliqué de changer. Tous les acteurs sont tournés, tout le métier est tourné autour de ça, en fait. Donc changer, c'est inconfortable. Donc, qui décide, il y a plein d'échelles, si tu veux, sur la réponse. Et le chercheur que vous êtes, c'est un bon intermédiaire ou pas pour ce genre de difficultés? Est-ce que, par exemple, vous arrivez à apporter... vous êtes partisan, on pourrait dire, du système australien que vous nous avez présenté tout à l'heure. Est-ce que c'est facile de porter cette voix ou pas? Alors, le chercheur, il ne décide pas. Le chercheur, il va essayer de fournir des outils pour aller vers la décision. Et c'est toujours très compliqué, en fait, parce qu'en tant que chercheur, en fait, on n'a jamais de réponse courte et on n'a jamais de réponse tranchée. Et sur ces problématiques, d'autant plus. Mais le chercheur, il va quand même donner des orientations sur des directions. Le côté de la ville sensible à l'eau, là, dont on parlait tout à l'heure en Australie, moi je trouve que c'est un concept qui est quand même assez intéressant,
Parce qu'on va y venir un jour. On va y venir à regarder en fait l'impact qu'on a sur nos masses d'eau, mais pas que en termes de pollution, en termes de débit aussi, en termes vraiment d'impact plus global. Donc peut-être qu'on ne va pas y venir parce que ça coûte trop cher et qu'il y aura d'autres priorités, mais c'est intéressant aussi de voir un peu plus loin et de voir ce qui se fait ailleurs. C'est plus dans ce sens-là en fait. Oui, puis en France, on le faisait. Enfin, l'historique de la ville sensible à l'eau, de la gestion à la source, c'est pas un modèle australien qui arrive chez nous. C'est effectivement des éclairages avec des approches complémentaires et différentes. Il y a un côté hyper important, donc c'est difficile de changer. Personne n'a envie de changer en fait. Donc d'aller chercher des expériences à l'étranger qui montrent que le changement il est possible et que le changement en fait il va apporter. On parlait tout à l'heure des tranchées de Stockholm ou des ouvrages de Stockholm. Tout le monde il y a eu un engouement à une époque sur les systèmes qui ont été développés. Ça a permis de faire avancer aussi en fait. Voilà, d'aller chercher à l'étranger, c'est aussi une façon de faire évoluer les choses en disant regardez, ça marche ailleurs quoi. Parce que on peut en tant que chercheur apporter des connaissances plus fiables, mais elles ne seront jamais parfaites. Il y aura toujours de l'inconnu derrière. Donc il faut aussi, on ne peut pas rassurer complètement sur des choix. On sait les directions, mais on ne peut pas rassurer complètement. Après, c'était un des objectifs de la création du GREI il y a 40 ans. C'est-à-dire que au niveau du GREI, on coordonne, on anime des programmes de recherche et on s'appuie sur la connaissance scientifique pour faire passer les messages, pour sensibiliser. Et donc, on étaye en fait nos propos avec les résultats de recherche. La difficulté dans la gestion des eaux pluviales, c'est qu'on est sur des événements aléatoires et avec une incertitude terrible sur les événements pluvieux, sur la capacité du sol à gérer la pollution, sur le rôle du végétal, sur le fonctionnement à l'échelle des bassins versants. C'est plein d'incertitudes. Donc on appuie nos propos sur les connaissances scientifiques, mais on accompagne aussi, on porte aussi le message de l'incertitude. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de l'ingénierie génie civil avec des abacs et tu pars d'un point A et tu arrives à un point B et tu n'as qu'une voie. En fait, on sensibilise aussi à l'incertitude de par la connaissance scientifique et de par les retours d'expérience. Merci. À vous quatre, on voulait réserver un petit temps pour éventuellement poser des questions. Donc s'il y en a dans la salle, n'hésitez pas, on va faire circuler un micro. Si vous n'êtes pas frigorifié. Ouais, je grelotte. Il est en chemise. Je grelotte. On économise. Moi, j'avais déjà une question sur aujourd'hui, on a beaucoup d'enjeux en termes de l'environnement. Donc aujourd'hui, on a parlé beaucoup de l'eau, mais par exemple, sur une solution de toiture terrasse, de toiture végétalisée, ça implique une toiture terrasse, ça implique une dalle plus épaisse, ça implique beaucoup de choses. Et donc si on réfléchit au climat et donc à l'émission carbone, par exemple, une toiture terrasse ça va émettre plus. Et comment est-ce que dans chaque chantier, on arrive à prendre la décision parmi les différents enjeux, que ce soit la biodiversité, la question de l'eau, la question du carbone ou des émissions? On suit la mode. Non, mais on ne va pas raser les toits pour faire des toitures terrasses. On va plutôt réaménager des toitures terrasses en faisant des toitures stockantes. Voilà. Après, sur de la construction de neuf, je ne sais pas si c'est plus consommateur de carbone ou pas, mais une conception avec une toiture terrasse, on pourra faire en sorte qu'elle ait un bon fonctionnement au niveau hydrologique, voire aussi au niveau thermique. Voilà. Mais en tous les cas, dans la perception que j'en ai, sur cet exemple-là, quand je disais on suit la mode, c'est parce que ça a été à la mode et ça a été perçu comme le truc super. On va mettre même de la culture. Hein. On nous proposait de mettre des jardins. Et en fait, on se rend compte qu'en termes ensuite de gestion, ça demande un dimensionnement des bâtiments qui, si on veut vraiment que la végétation, elle joue un rôle, et elle ait un rôle sur ces toits, il faut une surface de substrat qui est importante et que du coup, en termes de portance, il faut rajouter
X kilos de béton. Et donc, ça a tout de suite un coût au niveau de l'investissement. Et derrière, en termes de gestion, c'est une lourdeur très importante. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des exemples où les gens ils nous disaient, mais moi, je supporte plus le gars là, qui va entretenir et qui, dans l'ascenseur, il est avec ses sacs de terre et il nous en met partout et c'est dégueulasse et ceci et cela. Donc, ça demande une gestion de... alors, quand je dis ça, on va le vivre en réalité, puisque à Villeurbanne, on a toute une zone au centre-ville, au niveau des gratte-ciels, où on réaménage tout un quartier avec ce type de toiture-terrasse qui a été conçu il y a 10 ans. Donc on va pouvoir se rendre compte si c'est aussi catastrophique que ce qu'on pressent. C'est vraiment une question d'enjeu en fait derrière. C'est-à-dire que si tu fais le choix d'une toiture-terrasse, tu fais le choix pour quel enjeu en fait? Tu peux le faire. Tu peux imaginer que ça va mieux se vendre, tu peux imaginer que tu veux développer la biodiversité, tu as plein de raisons derrière en fait. Donc en tant que scientifique, ce qu'on peut faire nous, c'est de donner les éléments pour évaluer ces enjeux-là. Mais après, ça ne veut pas dire que c'est la même solution qui va fonctionner partout. De même, vous n'avez pas tous le même téléphone en fait. Pourtant, le téléphone, ça sert à téléphoner. Vous avez tous des téléphones différents parce que derrière, vous y mettez des enjeux différents. Et c'est pareil les solutions en fait. On ne peut pas dire c'est cette solution qui fonctionne partout en fait. C'est vraiment lié à un territoire et à des acteurs, à des choix, des priorités. Et des usages. Et des usages. Et il y a des priorités qui sont très court terme et il y a des priorités qui sont beaucoup plus long terme en fait. Et derrière on choisit, on a les moyens ou pas d'investir dans ça. C'est le même pareil que le téléphone en fait. C'est vraiment... Et dans le qui décide, qu'on évoquait tout à l'heure, moi je me suis rendu compte, alors je ne fais pas du prosélytisme, mais entre les projets d'aménagement de voirie à travers notamment du Citral sur les transports en commun qui étaient imaginés dans le précédent mandat entre 2014 et 2020 et ceux qui se sont aménagés dans ce mandat-là, donc les voies de tram qu'on aménage actuellement à Villeurbanne, la nature du projet n'a juste rien à voir. La prise en compte de la biodiversité a juste rien à voir. Et c'est pas tout à coup les ingénieurs du Citral qui ont changé d'idée. C'est simplement qu'il y a en effet, il y a eu un changement d'orientation politique qui a été donné à la métropole et qui concrètement se voit avec en termes de surface végétalisée, de nombre d'arbres, et on a innové sur des trucs où jusqu'ici on nous disait non mais le tramway, les arbres, c'est pas compatible. Les curseurs ont été vraiment poussés très loin sur le fait de pouvoir avoir en effet des stations de tram où il y a des arbres qui permettent d'être abrités. Alors après il y a d'autres idées que moi je perçois moins bonnes dans les exemples qui étaient évoqués tout à l'heure là dans la ville éponge. Il y avait les pavés perméables. Moi, je crois que le bitume au quotidien c'est quand même plus simple que le pavé perméable en termes de durabilité, en termes de capacité à être renouvelé. Donc ça, je suis moins sûr du... Ça dépend sur quelle surface et sur quel usage. Si c'est juste sur la partie stationnement, etc. Oui, sur la partie ça stationnement, ça va. Ouais, mais sur la partie là où marchent les gens, c'est... Et après, c'est sur la capacité de maintenance. C'est-à-dire que dès que vous avez un trou à faire, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Bonsoir. Pardon. Oui, allez-y. Merci pour cet échange. J'avais une question plus génie civil. Est-ce que le fait de perméabiliser les sols, ça peut fragiliser les fondations ou changer le contexte dans lequel on va construire? Alors, on peut prendre plein d'exemples. Là, je peux faire une réponse courte. La réponse courte, c'est non. Voilà. Et après, je peux faire une réponse plus détaillée. Là où on travaille, là où est le Grès et l'INSA de Lyon, en fait, on est sur le campus de Villeurbanne, donc qui est au nord de Villeurbanne, campus de l'Adois. Je ne sais pas si vous avez déjà été là-bas, en fait. Donc il y a pas mal de bâtiments là-bas. La nappe phréatique, l'eau dans le sol, en fait, elle est à 2-3 mètres de profondeur. Et d'ailleurs, dans tout Villeurbanne, je ne sais plus à quelle profondeur la nappe phréatique elle est positionnée. D'ailleurs, dans Villeurbanne, les 3/4 des bâtiments, leurs fondations, elles sont dans l'eau.
Donc je ne suis pas sûr que ça change grand-chose d'infiltrer un peu plus d'eau. De toute façon, les fondations, elles sont déjà dans l'eau. C'est, encore une fois, c'est des questions de conception. On ne peut pas imaginer que le sol, sous un bâtiment, il est sec tout le temps. Donc si on ne met pas d'étanchéité, de toute façon, il y aura un problème. Il y a plein d'exemples dans le bâtiment dans lequel est le grès où on infiltre l'eau de toiture à ras du bâtiment, dans des tranchées. Le bâtiment, il est là depuis longtemps. Il n'y a pas de souci, en fait. Donc il y a... je ne dis pas qu'il faut le faire systématiquement, mais je pense que c'est une question de penser bien le système. Et pour moi, infiltrer l'eau près d'un bâtiment, ça ne pose pas de souci. De même qu'il y a plein de bâtiments qui sont dans des nappes phréatiques, en fait. Bon, il y a des précautions sur du bâti ancien avec des caves, avec dans des quartiers anciens où on va faire attention de ne pas infiltrer l'eau au pied du bâtiment pour effectivement pas faire d'infiltration. Mais on a aussi besoin de changer notre regard. On ne fait pas de l'injection, on ne ramène pas toute l'eau d'un quartier au pied du bâtiment. On récupère juste la toiture. Donc finalement, il n'y a pas tant d'eau que ça qui est infiltrée. Il y a un deuxième frein dans le même esprit, c'est la voirie. C'est-à-dire que les routiers vous diront que l'eau est l'ennemi de la route. Et donc, ils font tout pour éviter que l'eau aille dans le corps de chaussée. Or, on développe non seulement des enrobés drainants, c'est-à-dire des surfaces infiltrantes au-dessus de la voie de la chaussée, mais on développe aussi des chaussées à structure réservoir, où finalement, le corps de chaussée est conçu pour pouvoir accueillir de l'eau, la stocker et la restituer lentement à l'aval. Donc, c'est là aussi une question de conception de la voirie, qui fait que cette voirie, elle peut être aussi un ouvrage de stockage et ralentissement de l'eau à partir du moment où on utilise les bons matériaux et on fait une mise en œuvre adaptée. Mais c'est un changement de regard sur la façon dont on conçoit une chaussée. Et en ville, c'est vrai que la voirie a tendance à déconseiller les chaussées perméables, en fait, pour plein de raisons différentes. Maintenant, si vous prenez l'autoroute et que vous allez sur des tronçons d'autoroute en fait, où la chaussée elle est perméable, vous allez sentir tout de suite par temps de pluie, en fait, vous n'avez plus de brouillard. Vous n'avez pas l'eau de la voiture de devant qui va arriver. Les chaussées, en général, sont plus silencieuses. Il y a beaucoup d'a priori et derrière, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les évolutions du métier. Et il faut que les métiers évoluent, forcément. Ça prend du temps, mais il faut que les métiers évoluent. Oui, bonjour, j'ai deux petites questions. La première, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises en fait, au cours de l'échange, vous l'avez un peu balayé du revers de la main, et c'est la question de la place de la voiture en ville. Et vous avez dit que c'était, je pense que c'est parce que c'est pas très populaire, etc., mais ça représente quand même une grosse surface sur les voiries. Est-ce que la lutte contre c'est une question de mobilité, mais est-ce que réduire la place de la voiture, ça ne permet pas de simplifier aussi la désimperméabilisation ? Et en parallèle, du coup, deuxième petite question, qu'en est-il de la lutte contre l'étalement urbain ? Voilà. Alors, on parlait de chaussées et de chaussées infiltrantes. En fait, aujourd'hui, on peut avoir des surfaces roulantes qui n'accélèrent pas le ruissellement. C'est-à-dire, on peut avoir des chaussées avec un enrobé drainant ou avec des structures réservoirs qui font que ce sont des surfaces adaptées à la circulation routière et qui, en même temps, n'aggravent pas le ruissellement. Donc, après, il y a la discussion il y a gestion des eaux pluviales et circulation, et puis après, il y a végétalisation qui va effectivement potentiellement avoir un peu plus d'emprise, mais ça devient des choix politiques, c'est-à-dire qu'on peut faire un choix à ce niveau-là. On peut choisir de maintenir la surface roulante ou de la réduire. Et y compris quand on végétalise, notamment sur la partie stationnement, on arrive finalement à optimiser les choses et à ne pas impacter. Enfin, c'est un choix politique en fait, vraiment. Et après, on a des solutions techniques adaptées. Ça, c'est la première chose. L'étalement urbain, ça, c'est plutôt des règles d'urbanisme on a d'ailleurs, à un moment donné, je peux parler d'un autre sujet, c'est l'assainissement non collectif, l'assainissement individuel. Par exemple, en Haute-Savoie, les services de l'État utilisaient l'argument de l'assainissement individuel pour limiter l'étalement urbain. C'est-à-dire, ils disaient, non, vous n'avez pas le droit à l'assainissement individuel, vous devez être accordé à un système d'assainissement, donc vous ne pouvez pas construire à 15 km du réseau, ou même à 500 mètres du réseau, vous devez être plus centré au niveau urbain pour assurer l'assainissement.
C'est des règles d'urbanisme aujourd'hui qui limitent l'étalement urbain, mais on utilise différents vecteurs par rapport à ça. Et le lien avec les eaux pluviales, oui, c'est plus le côté augmentation des surfaces imperméabilisées, augmentation des flux d'eau à l'aval, mais j'allais dire que ça, c'est la vision de l'étalement urbain presque historique. Aujourd'hui, tout aménagement nouveau, finalement, aura l'obligation, avec des indices de biotope, des indices de biodiversité et de gestion des eaux pluviales à la parcelle. Ce qu'on voit, c'est que quand même, oui, effectivement, l'étalement urbain sur la nouvelle construction, ça a beaucoup bougé. Et effectivement, il y a tout un tas de trucs, genre les écoquartiers, les zones d'activité maintenant qui sont très végétalisées aussi. Donc ça a beaucoup bougé. Après, je ne sais pas si on peut en faire une généralité et s'il n'y a pas encore beaucoup de projets où les promoteurs essayent de se raccorder au réseau. Quand même, dans beaucoup de cas ou non, ça je ne pourrais pas dire. Après, c'est vrai qu'il y a quand même, sur les projets nouveaux, c'est assez souvent que, sur ce qu'on voit, la question du pluvial, elle est intégrée avec les enjeux un petit peu, avec les enjeux récents. Après, c'est sur l'existant, où, comme ça a été évoqué, c'est un peu plus compliqué, puisque ça n'a pas été conçu pour ça. Et je pense qu'en urbain, en périurbain, on a un problème de densification, à l'inverse, puisqu'il n'y a plus de limite de taille de parcelle. Donc les gens construisent une maison sur une toute petite parcelle, où finalement ils ont tendance à tout imperméabiliser, mais on leur impose quand même un peu de coef de biotope et la gestion des eaux pluviales. Et souvent c'est assez conflictuel, y compris sur des aménagements plus collectifs où... ils vous disent oui, on va gérer en surface, puis à la fin, ils vous disent non, mais on va mettre une grosse cuve là, parce qu'on n'a plus de place et on n'a pas de solution et on ne peut pas faire autrement. Ou ils vont demander un raccordement au réseau d'assainissement parce que soi-disant, ils ne peuvent pas gérer sur la parcelle. La densification est aussi une difficulté par rapport à la végétalisation et la bonne gestion des eaux pluviales. Il y a un truc qui restera à peu près toujours vrai, c'est que refaire du végétal, ça sera toujours moins bien que de conserver des espaces naturels existants. Il y a peu de doute là-dessus. Et il y a un gros sujet sur les sols aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des sols urbains qui sont morts, en fait, et ramenés du sol vivant. Enfin, il y a un vrai sujet en ce moment par les spécialistes du sol. Est-ce qu'il faut amender ? Est-ce qu'il faut donner du temps au sol pour qu'il reprenne vie, etc. Enfin, oui, finalement, ça devient une ressource rare, ce sol vivant, et c'est un vrai sujet. Dégradé, oui. C'est sûr. Ouais. Merci déjà pour tous vos échanges et votre présentation, c'était très intéressant. J'ai une question qui rebondit un peu sur ce que vous avez dit, Madame Breulot, concernant le foncier et les parcelles privées. Donc, sur la métropole, les voiries et l'espace public, ça représente 20% de toute la surface. Même s'il y a des restrictions et des obligations pour désimperméabiliser et pour inciter à la gestion des eaux pluviales de manière individuelle, quels sont les leviers concrets qui peuvent être mis en place envers les propriétaires et le parc privé pour inciter vers la gestion des eaux pluviales de manière plus intégrée que ce qui est fait, parce qu'on voit tout ce qui est fait dans le public, mais est-ce que ça a un réel impact et une incitation sur le foncier privé ? Juste un premier élément de réponse, après je laisserai les autres intervenants compléter, mais un des premiers éléments, c'est le PLU. C'est-à-dire que le PLU impose, alors je ne sais pas si c'est ce que vous appelez le coefficient de biotope, mais en tout cas, une part de pleine terre sur le tènement foncier pour toute construction. Donc à Villeurbanne, suivant les zonages, on a augmenté ce pourcentage. Donc on doit être à 25% suivant les zones et on monte à 30%, qui est une obligation que doit respecter le promoteur lorsqu'il aménage une parcelle. Donc on le voit bien, souvent c'est un petit coin où il n'a pas creusé le parking dans le terrain. Donc ça, c'est un premier élément. Et après, excusez-moi, pardon de vous couper rapidement. Juste, il nous reste 1 ou 2 minutes
juste pour que vous puissiez moduler la télé. En fait, on se fait virer après de l'orchestre. Donc c'est juste pour que vous fassiez au plus vite. Pas dans la rue. Quoique, non, il fait trop froid. Non, et puis On aurait pu s'il faisait bon et s'il y avait un apéro dehors, mais là il fait froid, il n'y a rien. Le deuxième élément, c'est que, à ma connaissance, sur toutes les parcelles privées, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai en tête, maintenant il y a obligation de déconnexion des eaux pluviales du réseau sur toute nouvelle construction. Alors après, il y a le stock de l'existant. Il y a le règlement d'assainissement, en fait, qui dit que pour pouvoir se connecter au réseau d'assainissement de la métropole, il faut respecter les règles imposées par la métropole. Et la métropole, elle va imposer des débits de rejet. Dans certaines zones du territoire, elle va dire, vous avez du mal à infiltrer, donc vous avez le droit d'envoyer un peu d'eau au réseau. Et dans d'autres endroits de la métropole, elle va dire, là, vous pouvez infiltrer. Donc il y a 0 eau pluviale qui doit aller au réseau. Donc voilà. Et ça passe par les permis de construire aussi. Mais votre question est bonne parce que les deux évoquent les constructions nouvelles et le problème, c'est la déconnexion. Donc il y a des dynamiques. Je suppose que vous avez entendu parler de Rafraîchir ma ville, par exemple, qui vise à accompagner les propriétaires privés à déconnecter et du coup revégétaliser leurs espaces. Mais c'est une vraie question que se posent beaucoup de collectivités parce qu'il y a les collectivités ont créé des postes animateurs eau pluviale qui ont cette vocation d'aller vers les particuliers et vers les privés pour contribuer à la déconnexion. Et vous avez raison, c'est 80% de l'espace privé. Et c'est là qu'il faudrait agir. Merci déjà pour vos questions et merci beaucoup pour vos réponses. On a été très content d'avoir organisé cette conférence avec vous quatre et merci à vous d'être venus. Pour les plus courageux qui sont prêts à affronter le froid, on vous propose de continuer l'échange au PEPS, donc pas très loin d'ici. Merci à vous. Il y a l'apéro alors en fait.